T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Bonjour à tous et bienvenue pour ce live au sein de notre agence lyonnaise pour parler transformation et Master Data Management. Je suis Armelle Descaillots, directrice de l'agence Centre-Est de Micropole. Et nous allons être ensemble pendant 1h15, 1h30 pour parler Vision 360 clients et partenaires et gouvernance de données. Avant toute chose, je souhaitais présenter tous nos invités. Je vais commencer par Philippe Asunsao qui est à distance, donc qui n'est pas avec nous sur le plateau, directeur de l'avant-vente de l'offre Unify au sein de TIBCO. Ensuite, à côté de moi, donc Loïc Villeroy, donc qui est Service Manager Global Back Office au sein du groupe Louis Dreyfus Compagnie. Gilda Dénessé, DSI transverse du groupe Fiducial. Et ensuite, Mathieu Gautret, responsable du pôle gouvernance des données au sein de Micropole. Voilà. Je vous propose peut-être à chacun d'entre vous de présenter vos groupes respectifs. Je commence par Loïc. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour Armelle, bonjour à tous. Donc, je suis Loïc Villeroy et je suis responsable des applications Global Back Office chez Louis Dreyfus Compagnie. Et ce périmètre inclut notamment la solution de TIBCO pour la gestion de notre référentiel global. En quelques mots, Louis Dreyfus Compagnie est une entreprise globale spécialisée dans le négoce de matières premières agricoles. Elle intervient tout au long de la chaîne de valeur des produits agricoles, en partant de l'achat, du transport, de la transformation et de la distribution de différents produits tels que les céréales, les oléagineux, le sucre, le café, le coton et l'éthanol. Et à ce titre, nous intervenons dans plus de 50 pays dans le monde. Très bien, merci Loïc. Gilda, je vous laisse prendre la parole. Donc Gilda Dénessé, DSI transverse de Fiducial. Donc Fiducial est une société de services aux entreprises, donc principalement sur les très petites entreprises. La diversité de services qui sont fournis est assez importante puisque ça va de l'expertise comptable jusqu'à de l'édition logicielle en passant par de la banque, de la sécurité des personnes, de la sécurité des locaux et du placement et même un peu d'huile et de vin. Donc ce qui fait une diversité et opérationnelle et fonctionnelle assez forte. Le principe et le pitch de Fiducial, c'est vous êtes fleuriste, vous savez acheter votre fleur, vous approvisionner en eau et en consommables. On ne va pas vous aider sur ce sujet-là, sur tout le reste. Fiducial doit pouvoir vous apporter une solution. Très bien, merci Gildas. Mathieu, je te laisse te présenter. Mathieu Gautret, moi je suis manager de l'offre gouvernance et architecture des données. Donc ce qu'on appelle gouvernance en quelques mots côté Micropole, c'est être présent en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur que constituent les données pour nos clients. Et donc ça va de la captation de la donnée brute à l'organisation humaine autour des données et enfin la valorisation au travers de cas d'usage. Donc ce positionnement est particulièrement intéressant parce qu'il est au cœur des problématiques data de nos clients et bien sûr avec les métiers et l'IT, comme on le verra ensuite. Très bien, merci Mathieu. Philippe qui est à distance, est-ce que tu peux nous parler de toi, de TIBCO? Oui, bonjour tout le monde, donc, je suis Philippe Asunsao, je travaille pour TIBCO Software et donc au sein de TIBCO, je m'occupe de l'avant-vente sur notre offre autour de la gestion des données que l'on appelle Unify. Et rapidement, donc TIBCO Software, c'est un éditeur de logiciels américain dont le siège est à Palo Alto. Et nous aidons nos clients en leur fournissant des solutions logicielles pour les aider en gros à répondre à 3 grandes problématiques. L'interopérabilité des systèmes, des applications, des devices. Donc en fait, l'idée c'est de permettre de transporter, de transformer les données d'une source vers une destination, peu importe, je dirais, les technologies utilisées par les différents systèmes ou par exemple où est-ce qu'ils sont déployés. Le deuxième grand aspect, c'est ce qu'on va appeler l'unification des données. Donc, c'est là notamment où on va retrouver la gestion des référentiels, mais également la mise à disposition des informations au travers de solutions de virtualisation.
Et le dernier aspect, c'est ce qu'on va appeler la prédiction. Donc, c'est l'extraction je dirais, de valeur au niveau des données. Donc, c'est là où on va retrouver tous les sujets autour de la data science, de l'analytics et de la BI. Très bien. Merci Philippe. Pour conclure ce tour de table, je vous propose de vous parler de Micropole en quelques mots. Donc, Micropole est un cabinet de conseil et d'intégration qui a été créé il y a une trentaine d'années, spécialisé dans la transformation de la data et du digital. En quelques chiffres, Micropole, c'est 16 agences en Europe et en Chine, à travers donc 1250 talents qu'on appelle chez Micropole des Innovative People, voilà, répartis un petit peu sur tout le territoire. Donc on trouve des profils très différents, des data scientists, on va beaucoup parler aussi de tous ces profils autour de la data, mais ça peut être aussi des UX designers, des experts métiers et bien d'autres. Voilà, donc on retrouve un petit peu toutes les expertises de Micropole à travers 5 marques. Peut-être que voilà, vous ne connaissez pas encore toutes nos marques, mais donc on a une marque qui s'appelle Wide, qui est plutôt orientée agence digitale. Donc plutôt des experts du e-commerce, de la relation client, avec voilà, tous les métiers qu'on peut retrouver autour de l'expérience client et aussi de l'expertise sur le digital. Une marque plutôt orientée cloud. Alors voilà, on a marketé, on a trouvé des petits noms. Hein, donc là, c'est Lucy in the Cloud. Voilà, plutôt pour accélérer la transformation autour du cloud. On retrouve ensuite Albert, un deuxième petit nom. Donc un centre d'excellence opérationnelle autour de Salesforce pour améliorer l'expérience business autour de Salesforce. Et dernière marque qui s'appelle GoCloud et Security, donc plutôt sur les aspects sécurisation, migration de données, etc. Pour conclure, juste en quelques mots, Micropole aujourd'hui, notre vision, elle s'est résumée sur 3 univers. Donc l'univers de la digital business, l'univers de la data-driven, et ça va être aussi un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Et puis donc Cloud Acceleration, donc toutes ces problématiques autour du cloud. Voilà, donc je lance un peu le débat avec Mathieu. Donc déjà pour comprendre un petit peu le choix de ces 2 clients aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, donc quand on a organisé cet événement, et je remercie à nouveau Loïc et Gildas d'être présents avec nous aujourd'hui, on a tout de suite identifié l'intérêt en fait, d'avoir des regards croisés en fait, sur ces 2 initiatives. D'abord parce qu'elles sont à des niveaux d'avancement assez différents. Elles partagent bien sûr des spécificités qu'on va pouvoir évoquer par la suite. Et ce qui va être intéressant en fait, dans ce live, c'est de revenir sur la genèse de ces programmes, de ces initiatives, de voir aussi quelles ont été les étapes, les accélérateurs, parfois les difficultés aussi dans la mise en œuvre. Et puis enfin, de pouvoir dégager ensemble les bénéfices obtenus en travaillant ensemble, TIBCO, Micropole et vos structures. Voilà. Et la comparaison sera d'autant plus intéressante également qu'elle peut se faire sur une même technologie aujourd'hui, alors que pour autant, et on le verra, ces initiatives sont nées de constats et d'objectifs finalement assez différents au démarrage. Ok, très bien. Merci. Peut-être commencer à aborder les premiers sujets un peu de départ, c'est le pourquoi. Quelle est la genèse de ces différents projets de référentiels de données? Est-ce que Loïc, vous pouvez commencer à répondre à cette première question? Bien sûr. Les projets MDM ont débuté chez Louis Dreyfus en 2013, donc ça fait bientôt 8 ans qu'on a lancé cette initiative MDM, avec un besoin premier qui était de constituer un référentiel central pour la gestion des contreparties. Donc les contreparties, dans le monde du négoce, ce sont les tiers qui peuvent à la fois être des acheteurs et aussi des clients. Donc on a les deux côtés du monde, et parfois certaines de ces contreparties sont à la fois nos fournisseurs et nos clients. Ce que nous avons voulu mettre en place dès le début de ce projet, c'est un nouveau process centralisé de création de ces contreparties, de gestion de ces contreparties, qui se baserait essentiellement sur un workflow faisant intervenir 3 équipes métiers distinctes. La première équipe métier étant
ce qu'on appelle chez nous le credit risk, donc la gestion du crédit client, pour s'assurer qu'on avait l'autorisation de rentrer, de commencer à faire du trading avec cette contrepartie. Une deuxième équipe métier étant la compliance, pour s'assurer que nous n'étions pas en train de faire du business avec des contreparties qui potentiellement étaient frauduleuses. Et puis une dernière équipe métier qui a émergé avec ce projet, qui est une master data team, donc basée à l'étranger, en Bulgarie, constituée essentiellement de data stewards pour gérer la donnée. Cette initiative a évolué notamment il y a 3 ans avec la mise en place chez Louis Dreyfus Company d'un ERP global et qui a demandé à étendre le périmètre de la solution MDM à d'autres domaines de données que les contreparties. Ce qui a été important pour nous et l'un des principaux challenges qu'on pourra développer par la suite était vraiment de trouver la ligne et de définir quel serait le contenu de cette solution MDM. Encore plus puisque nous sommes sur un modèle centralisé avec énormément de systèmes qui peuvent produire ou consommer la donnée. Il a été important de définir très clairement avec nos clients ce qu'on accepterait de mettre dans MDM au niveau des attributs, au niveau des champs, et ce que nous ne voulions pas prendre en charge car on considérait que ça n'avait pas sa place dans le milieu MDM. Voilà pour la genèse du projet. Très bien. Merci pour ces explications. Gilda, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus côté fiducial? Alors nous, la genèse est un peu différente puisque si vous avez un peu retenu la présentation de Fiducial, on gère tant de la sécurité humaine que de l'expertise comptable. Et entre gérer les opérations d'un maître chien et gérer les opérations d'un expert comptable, ce n'est pas vraiment les mêmes systèmes d'information, ce n'est pas les mêmes données et ce n'est pas les mêmes processus opérationnels. Donc ça se décline en systèmes d'information qui en fait sont très silotés, même si on a du côté fiducial créé une structure centralisée pour des services globaux. Mais concrètement, ça veut dire qu'on a un système d'information pour l'expertise comptable, un système d'information pour l'édition logicielle, un système d'information pour la bureautique, etc., etc. Et chaque système d'information a sa propre définition d'un client, a sa propre définition des attributs, et donc la complexité opérationnelle de l'organisation est déclinée en systèmes d'information qui sont très silotés. Ça va un peu en contradiction avec la promesse de vente de Fiducial, puisque la promesse de vente de Fiducial, c'est on s'adresse au patron de très petites entreprises et lui, peu importe de savoir qu'on a 3 structures opérationnelles ou 5 ou 7, il a des besoins et notre promesse de vente, c'est quels que soient tes besoins, je dois pouvoir te fournir des solutions et des services. Et donc je dois te connaître toi client. Donc on avait un petit hiatus entre la promesse de vente et la déclinaison opérationnelle. Et donc le constat du Master Data Management, c'est de constituer effectivement une base unique centralisée des clients pour connaître ce client et après être capable de lui amener des services digitaux, des services de vente aussi, forcément, puisqu'à un moment donné, il y a quand même une question de commerce aussi et de cross-selling. Et donc, l'origine du besoin remonte effectivement par rapport à ça, mais on a une genèse un peu plus complexe par rapport à ce projet. D'accord. On reviendra dessus certainement. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci Gildas. Philippe, je crois que tu avais une question à propos des sponsors. Je te laisse poser ta question. Oui, tout à fait. C'est qu'on se rend vite compte que ces projets sont des projets stratégiques au sein des entreprises. Qui dit stratégique dit qu'on a besoin généralement d'un appui fort en interne pour pouvoir se lancer dans ces initiatives, donc de sponsors. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé chez vous ? Loïc, si vous voulez répondre à la question. Je pense que pour répondre à cette question, il est important de différencier chez nous la différence entre les clients du MDM et les utilisateurs du MDM. Et les clients du MDM sont ces sponsors qui ont lancé l'initiative, sont chez nous le directeur du credit risk, donc de la gestion du crédit client et de la compliance. Ça a d'ailleurs énormément influencé le design de la solution avec la mise en place de workflow.
À l'inverse, les utilisateurs sont les membres des équipes opérationnelles, de l'exécution des contrats, qui pour eux ont davantage vu l'apparition d'une friction, puisqu'ils sont passés d'un processus assez simple par l'utilisation de leur système local à une utilisation un peu plus contrôlée, un peu plus lourde, par l'utilisation d'un système central. Donc le fait d'avoir des sponsors haut placés pour promouvoir ce projet est vraiment essentiel pour rappeler aussi la valeur qui malheureusement n'est pas toujours pour les utilisateurs, mais parfois pour les clients internes. Gildas, vous partagez un peu la même vision que Loïc. Complètement, la notion de friction est absolument essentielle sur toute la partie Master Data Management. Clairement, il ne faut pas qu'on se mente, un projet de Master Data Management va bouger les lignes, va remettre en question plein de certitudes, plein de conforts aussi qui ont été installés. Et donc, il est nécessaire qu'un tel projet ne soit pas un projet purement technique ou un projet qui ne vienne que d'une seule équipe. Je vais l'illustrer par deux initiatives précédentes qui ont eu lieu du côté fiducial, puisque ce n'était pas le projet que nous avons déclenché effectivement assez récemment n'est pas le premier. Le constat effectivement d'avoir des applicatifs silotés court depuis plus d'une dizaine d'années, et on a déjà eu deux initiatives préalables d'un point de vue projet informatique qui n'ont pas vraiment amené les conséquences. Le premier, c'était de réaliser un projet purement informatique où on prend toutes les données, on les met en bloc et comme par magie, on imagine que les données vont s'auto-administrer et que ça va bien marcher. Globalement, ça n'a pas marché parce que du côté métier, il n'y a pas eu d'appropriation, la qualité des données n'était pas là, et au niveau du sponsorship, et puisque c'était ça la question, il n'y a pas eu vraiment de capacité d'enclencher des projets au-delà. La deuxième, elle était plus orientée sur un sponsor, donc plutôt là, une business unit qui était très motrice sur vouloir effectivement consolider les données et améliorer la qualité des données. Mais on s'est aussi aperçu que dès qu'on commence à demander à d'autres branches, donc d'autres business units, d'utiliser ces applicatifs, ces données, on se retrouve sur plein de conflits, des querelles de périmètre. Donc cette notion de sponsorship est absolument essentielle, indispensable. Et globalement, si vous voulez vous lancer dans un projet de MDM, de Master Data Management, mais que vous n'avez pas le bon niveau, c'est pas la peine, c'est de l'argent perdu. Oui, d'accord, très clair. Mathieu, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le... Oui, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, donc on a deux approches différentes. C'est ce qu'on voyait, une approche plutôt centralisée au départ, une approche plus consolidée, guidée par une problématique forte en interne côté Louis Dreyfus, et l'autre centrée plus sur le client, côté fiducial. Ce que j'ai noté aussi, c'est que l'approche top-down, finalement, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est qu'il faut être en capacité aussi d'embarquer l'ensemble des acteurs, métiers, IT, dans l'entreprise. Et puis, on ne peut pas forcer un utilisateur à contribuer. Donc, à un moment donné, il faut aussi susciter son adhésion et puis trouver les leviers, quelque part, identifier les points qui feront qu'il sera contributeur et qu'il identifiera lui aussi les bénéfices qu'il pourra obtenir à se connecter ou à être effectivement en interaction avec ce master data et ce référentiel. Très bien, très clair. Je vous propose de passer à la deuxième partie, donc après la genèse des projets, de la partie un peu sponsor que nous a bien résumé Mathieu, aborder maintenant finalement quelles évolutions organisationnelles, Gildas en parlait, c'est pas seulement un projet technique, et justement quelles évolutions organisationnelles, quels nouveaux métiers, quels sont les impacts finalement d'un projet de référentiel de données, Loïc? Alors chez Louis Dreyfus Compagnie, ça s'est traduit par l'apparition d'un nouveau rôle et d'une nouvelle équipe, donc à Sofia en Bulgarie, qui s'appelle la MDM Team et qui est composée essentiellement de Master Data Stewards responsables du cycle de vie de la donnée. Donc cette équipe reçoit tout un ensemble de demandes qui sont saisies directement dans l'application EBX de TIBCO. Et puis ces demandes suivent un cycle de vie
dans le workflow jusqu'à être répliquée dans un ensemble de systèmes qui consomment la donnée. Cette réplication est parfois automatique et parfois manuelle, car on a énormément de systèmes qui consomment la donnée chez Louis Dreyfus Compagnie. Et ce sont les Master Data Stewards qui sont responsables d'aller créer cette donnée manuellement dans les systèmes et aussi de valider que les justificatifs correspondent bien à la donnée qui est créée. Très bien. Gilda, de votre côté aussi des évolutions Alors, à la fois à peu près la même chose, effectivement, puisqu'on a bien eu l'émergence aussi d'un nouveau rôle. Une donnée centralisée, ça se gouverne. Il ne faut surtout pas la laisser toute seule dans son coin, parce que sinon la qualité se dégrade, l'entropie est dans le coin. Mais par contre, l'approche qu'on a eue est un peu différente, puisque notre constat d'origine était différent et nos besoins étaient différents. Nous avons mis en place, et notre besoin était plutôt un besoin de consolidation de la donnée. Donc, X systèmes d'information, chaque système d'information a sa donnée de clients, et on s'est reposé toutes les questions un peu de base, à savoir qu'est-ce qu'un client pour Fiducial. La définition d'un client pour un expert comptable n'est pas la même que celle pour un commercial qui vend de l'édition logicielle. L'expert comptable, lui, va plutôt voir l'entreprise sur lequel il fait la comptabilité. Le commercial qui lui vend un logiciel de caisse va plutôt voir le patron de l'entreprise. Et donc, il a été nécessaire effectivement de réfléchir dans un premier temps sur tous ces concepts, de les normer, de les partager aussi avec l'ensemble des parties prenantes, de définir les règles, les rôles et les grands principes qui sous-tendent effectivement une centralisation et la définition d'un référentiel client au périmètre de toute l'entreprise. Un des choix extrêmement forts, par exemple, qu'on a fait, c'est, et ça lie un petit peu l'origine du Data Steward, c'est le client n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. C'est un client de l'entreprise, ce n'est pas un client d'une branche de l'entreprise ou d'une société de l'entreprise. C'est absolument fondamental. Et donc, tout le monde peut modifier les données ou proposer des modifications des données. Et c'est là où on arrive sur le rôle du Data Steward. Nous, le Data Steward, nous l'avons positionné légèrement différemment. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas positionné dans je saisis les données, on l'a positionné dans je suis un arbitre de la qualité des données. Donc le système identifie des rapprochements, des non-qualités, des arbitrages à réaliser. Le Data Steward, l'équipe centrale, va s'assurer effectivement que l'arbitrage va bien être positionné. Je donne un exemple très bête. Puisqu'on est alors on va rentrer un peu dans la technique, un système d'information d'origine va donner un prénom et un nom avec une même date de naissance qu'un deuxième système, mais qui aura un deuxième prénom. Le système du référentiel et donc de MDM, et c'est là sa force et sa qualité, va suggérer un rapprochement en disant ça a priori c'est la même personne. Clairement, un Data Steward, ça sert à quoi? Et ben, ça sert à aller chercher l'information pour dire est-ce que finalement j'ai Mathieu et Raoul, c'est la même personne et quelqu'un s'est trompé et c'est pas Raoul, c'est Mathieu, et donc je les fusionne, ou non, c'est bien deux personnes, et donc dans ces cas-là, je dois créer deux enregistrements. Donc cette notion effectivement de un nouveau rôle pour aller chercher l'arbitrage est essentielle. Et deuxièmement, effectivement, il faut que ce rôle soit adapté au processus de l'entreprise. Donc ce qui est vrai pour Fiducial n'est pas vrai pour Louis Dreyfus et sera certainement pas vrai pour une autre société. Il faut vraiment inventer le process qui va avec l'outil. D'accord, très clair. Justement, on parlait un petit peu de rôle. Les métiers, l'IT, quel rôle ils ont pu jouer dans ce projet? Est-ce que c'est main dans la main? Est-ce que c'est comment ça, ils ont travaillé ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Le métier et l'IT ont travaillé en étroite collaboration et je pense que c'est essentiel. L'IT a pris énormément de place au début du projet pour revoir l'ensemble des modèles de données. Puisque nous étions sur un modèle centralisé, il fallait revoir l'ensemble des sources et des systèmes qui allaient consommer pour s'assurer qu'on définisse clairement quel serait le contenu du MDM. Ils ont également participé à l'intégration avec les systèmes, donc quels sont les schémas d'intégration, comment est-ce que nous allons transférer la donnée, comment la donnée va apparaître dans les systèmes cibles. Et puis, nous sommes intervenus également sur l'architecture des workflows, donc des process notamment, puisque les workflows sont très
sont calqués sur les process. Et ce travail n'était possible que par une étroite collaboration entre le métier et l'IT. Ce que j'ai pu observer, c'est que malheureusement, à la fin de ce travail, l'IT était peut-être la seule fonction à avoir une vision vraiment transverse de l'ensemble de la solution, que ce soit sur donc, le modèle, l'intégration et les process. Et nous avons mis du temps à transférer cette connaissance, à transférer ce savoir aux différentes directions métiers pour qu'elles puissent être complètement indépendantes sur la gestion de leur modèle. Je pense qu'il nous a fallu plusieurs années pour réussir à transférer cette connaissance et mettre le métier au même niveau que pouvait l'être l'IT, puisqu'ils avaient participé à l'ensemble de la création du projet. D'accord, très bien. Gilda, est-ce que c'était les mêmes modes de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des métiers, l'IT? Un projet de référentiel, c'est complexe. Oui. Enfin, là, il suffit simplement de regarder notre vocabulaire depuis déjà quelques minutes. On parle de workflow, on parle d'attributs, on parle de choses bizarroïdes pour le métier qui sont pas forcément faciles à comprendre. Cette phase effectivement initiale de comprendre ce que c'est qu'un attribut, ce que c'est alors tout le jargon des outils effectivement qui sont relativement puissants, c'est quelque chose de compliqué à acquérir pour le métier. Nous, informaticiens, on est très à l'aise. Donc assez naturellement, sur un projet de référentiel, l'informatique va devoir être motrice et va devoir effectivement entraîner les différentes parties prenantes du projet. Le risque, clairement, c'est que ça devienne un projet trop technique. Donc il faut toujours être attentif, effectivement, en tant qu'informaticien, à bien embarquer les utilisateurs, à bien embarquer le métier, à bien prendre le temps d'expliquer les concepts qui sont très abstraits, encore une fois. Clairement, parler de consolidation pour le métier, lui s'en moque. Lui, ce qu'il veut faire, c'est vendre plus, vendre mieux, vendre plus rapidement, créer plus rapidement ses comptes. Et donc, cette notion, effectivement, est compliquée à acquérir. Alors, c'est le rôle de l'informatique, très clairement, d'accompagner, de former, d'amener de la compétence aussi derrière. Mais cette partie, effectivement, formation, accompagnement, explication, il ne faut pas la sous-estimer non plus. C'est une vraie conduite au changement qu'un tel projet amène et entraîne. Si je peux construire sur ce que vous dites, je pense que ça serait une erreur de considérer un projet MDM comme un projet purement IT, purement technique. Un projet MDM ne sera un succès que si il amène l'organisation à évoluer et amène un changement organisationnel. Et c'est dans ce sens qu'il est primordial que l'IT et le métier travaillent en collaboration et qu'on définisse dès le début du projet quelle sera la cible organisationnelle pour utiliser ce nouvel outil. Très bien. Et le rôle d'intégrateur est effectivement aussi, je pense, important, intégrateur et conseil, en fait, quelque part, pour amener ces définitions de nouveaux rôles. Et on le voit bien, finalement, dans ce que vous dites, c'est que ces rôles, ils recouvrent des réalités différentes. Quand on parle de data steward, ça peut être effectivement plus ou moins un rôle informatique ou être effectivement dédié, enfin, être intégré, en tout cas, la dimension d'un métier aussi. Et donc c'est assez intéressant ce point-là. Ce que vous nous avez dit aussi, c'est que la mise en commun finalement des définitions, des règles, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, ça ne vient pas naturellement, ça ne se fait pas en une itération. Ça prend du temps de se mettre d'accord sur ce modèle de données, ces règles, ces définitions métiers. Qu'est-ce qu'un client? C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas si simple que ça, selon qu'on parle du marketing, des achats, etc. Un client recouvre aussi des réalités différentes. Et puis enfin, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que ça mène finalement à une organisation transverse, parfois très IT au début, mais qui évolue vers plus de métiers, ou avec les métiers déjà impliqués dès le départ. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on conseille nous en tant qu'intégrateurs aussi, c'est de bien réfléchir aussi en amont à cette organisation et à la place qu'on va progressivement donner à chacun en l'accompagnant, puisque c'est un vrai projet aussi de conduite du changement. Très bien, merci Mathieu, merci à vous pour avoir répondu à ces questions. Je vous propose de passer à la thématique concrète de mise en œuvre du projet.
Donc on l'a dit que c'était pas un projet technique avant tout, mais il y a quand même aussi un peu de technique. Et là, je me retourne vers Philippe. Si tu peux nous parler un petit peu de l'accompagnement de TIBCO dans cette transformation-là. Tout à fait. Alors, je vais vous afficher des slides en support. Alors, l'accompagnement de TIBCO, en fait, se fait au travers de tout ce qu'on va appeler la transformation numérique. J'ai appris hier aux informations qu'on ne dit plus transformation digitale en français. L'idée, c'est ici de vous repositionner un peu le référentiel un petit peu au sein du SI, dans le sens de montrer que c'est vraiment quelque chose qui est central, qui a un impact vraiment un peu partout au sein de l'entreprise, que ce soit d'un point de vue opérationnel, donc au niveau des différents systèmes, d'un point de vue conformité, notamment par exemple quand on veut respecter les réglementations comme la GDP, le RGPD, mais également d'un point de vue analytique, c'est également. Et donc, notre accompagnement au sein de TIBCO est d'aider nos clients sur toutes ces problématiques, c'est-à-dire, bien sûr, la mise en place du référentiel, donc la partie qu'on va appeler unifiée au sein de TIBCO. Donc, quand on parle de référentiel, on va parler de référentiel de master data, généralement. Donc, on parle, par exemple, aujourd'hui des clients, mais ça peut être des produits, des employés, n'importe quel type de données centralisées. Ça peut être également les métadonnées, donc plutôt la description des différentes informations que l'on a dans les systèmes, la description de la gouvernance qui est mise en place au sein des entreprises. Et pour mettre en place tout ça, on va aider, encore une fois, comme je vous le disais en introduction, à connecter. Comme on le sait, un référentiel va être utilisé par différents systèmes, va être alimenté par différents systèmes. On a besoin de faire communiquer tout ça, de faire interagir tout ça. Et donc ça, c'est une partie vraiment importante de l'accompagnement que l'on peut fournir. Et enfin, quand on met en place un référentiel, souvent, on a besoin d'utiliser ces données. On a besoin de les utiliser pour prendre des décisions. Donc, on a besoin d'être capable de les analyser. Et là où on va pouvoir aider nos clients et les accompagner, c'est notamment dans l'automatisation de ces analyses, de faire des prédictions sur des tendances pour leur permettre de prendre, des décisions les plus optimisées possibles. Et donc, si on se focalise plus peut-être sur la partie vraiment référentiel client, ici, c'est juste pour vous lister rapidement donc les fonctionnalités incontournables qui est selon notre vision éditeur. Donc, la première fonctionnalité que l'on va voir, c'est ce qu'on a appelé l'adaptabilité. Ça va être la capacité de se dire que chaque entreprise a sa spécificité, a son contexte. On le voit très bien dans les propos de Gilda et de Loïc que même si les deux entreprises sont parties sur une initiative autour du référentiel client, les enjeux, la manière dont cela fonctionnait doivent être complètement différentes. Donc, on a besoin d'avoir une solution qui peut facilement s'adapter pour pouvoir absorber justement ces différentes problématiques. Ensuite, on voit que l'aspect important, le second pour nous, c'est tout ce qui est autour de la qualité. Bien sûr, quand on met en place un référentiel, on veut s'assurer que les données qui sont au sein de ce référentiel et qui vont être mises à disposition sont des données fiables, sont des données, ce qu'on va appeler de confiance. Donc, pour ça, on va proposer toutes les fonctionnalités autour de la validation, de l'automatisation de la mise en qualité, le dédoublonnage. Mais c'est un point important, c'est également de permettre aux utilisateurs de pouvoir intervenir, de pouvoir être notifiés quand des problèmes sont détectés et qu'ils puissent prendre des décisions. Un autre point pour nous essentiel autour du référentiel client, ça va être la capacité de gérer le cycle de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le passé, le présent, le futur. Donc, c'est de donner de la traçabilité, de permettre de comprendre ce qui s'est passé sur les données, mais également de pouvoir simuler des changements, de pouvoir travailler sur des brouillons au niveau des données. Donc, ce qu'on va appeler vraiment le futur au niveau de la gestion. Ensuite, les données, dans un référentiel, il va y avoir énormément de liens entre les données. Un client peut être lié à un autre client, un client peut être lié à un pays, peut être lié à des adresses, peut être lié à énormément de choses. Donc, on a besoin, dans un référentiel, de pouvoir avoir accès à des fonctionnalités de visualisation de ces relations pour, ni plus ni moins que comprendre les données, comprendre les impacts qu'une modification peut avoir. Par exemple, quand on modifie un client, qu'est-ce qui peut être impacté ? Ensuite, on l'a vu que la mise en place de ce genre d'initiative implique donc bien sûr des utilisateurs de différents niveaux, de différentes, connaissances techniques. Donc, l'idée d'un référentiel, c'est qu'il faut proposer des fonctionnalités qui soient simples à utiliser, à permettre aux utilisateurs de facilement s'approprier, le référentiel,
pour pouvoir, encore une fois, facilement participer à la gestion de ces données. Donc, quand on dit participation d'utilisateurs ou de différents systèmes, on va avoir besoin de mettre en place de la gouvernance. Donc, dans un référentiel client, l'aspect gouvernance est très important. Ce qu'on entend par gouvernance, c'est généralement définir comment les données sont gérées, c'est-à-dire quels sont les process, comment est-ce qu'une nouvelle donnée est créée, comment est-elle importée, définir qui doit intervenir dans ces process. Il y a des étapes qui vont être faites automatiquement, des étapes qui vont faire intervenir des utilisateurs. Et bien sûr, on a besoin de définir, je dirais, le périmètre d'action et de visibilité de chaque intervenant. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire. Donc tout ça, c'est vraiment un point essentiel autour d'un référentiel client. C'est là vraiment ce qu'on va appeler la gouvernance, mais vraiment la mise en place de la gouvernance. Et enfin, quand on parle de référentiel, donc comme je vous disais, un point important, ça va être la facilité, je dirais, d'alimentation de ce référentiel. On va avoir différentes sources basées sur différentes technologies. Et ensuite, une fois que les données sont dans le référentiel, il faut avoir que ce soit facile à partager. C'est-à-dire qu'il faut facilement que d'autres systèmes, d'autres applications puissent accéder à ces données de confiance. Donc voilà en tout cas la vision que l'on a au sein de TIBCO sur les fonctionnalités incontournables d'un référentiel client. Très bien. Tu as fini, Philippe? Rien à ajouter? C'est à ce niveau-là, non. Ok, très bien. Loïc, Gilda, est-ce que de votre côté, vous avez voulu nous partager peut-être votre vision, des recommandations justement sur cette mise en œuvre de projet? Nous avons utilisé particulièrement deux composants de TIBCO qui ont vraiment facilité l'implémentation de la solution. Le premier, c'est le fait d'avoir une solution qui est ce qu'on appelle model driven, donc qui est orientée sur le modèle et qui permet, juste après la construction de modèles de données, d'avoir des écrans que l'on peut déjà présenter aux utilisateurs pour itérer avec eux sur le contenu, sur le format, sur la présentation de la donnée. Donc ça, c'est très important pour éviter cet effet tunnel où on va travailler plusieurs mois sur un modèle de données, sur un domaine de données et présenter les résultats à la fin de cette étude. Là, ça nous a permis vraiment cette itération. Le deuxième point qui a été primordial chez Louis Dreyfus Compagnie était l'intégration, la facilité d'intégration avec les systèmes. EBX met à disposition tout un ensemble d'outils pour s'intégrer très facilement à des middleware de type ESB, de type ETL. Et la structure de notre IT chez Louis Dreyfus fait que nous avons énormément de systèmes. On a plus de 200 systèmes qui vont consommer la donnée. Donc c'était important de pouvoir rentrer dans un modèle assez simple de publication et cette mise en place a été extrêmement simplifiée par l'outil. Un des conseils que je pourrais donner suite à la mise en place d'MDM serait peut-être de commencer avec des modèles de données, des domaines de données plus simples. Lorsqu'on commence son voyage MDM, nous avons tout de suite commencé par le modèle de données le plus complexe dans notre organisation qui était la contrepartie. Et cela aurait pu permettre d'accélérer la compréhension de la solution technique et fonctionnelle si nous avions… un peu en mode MVP. Exactement. Commencer par des modèles très simples comme la liste des pays, la liste des devises, etc. D'accord. Gilda, vous partagez le… Oui, et puis avec une interrogation aussi, une interrogation qui est, nous on a eu des initiatives préalables effectivement au choix de la solution puisqu'on l'a développée en interne. Sur la liste, je pense qu'effectivement je rejoins le point essentiel. Pour nous, le modèle de données est juste essentiel, c'est-à-dire être capable effectivement d'avoir un bon modèle de données qui correspond bien aux besoins et aux concepts qu'on souhaite déployer en tant que référentiel. Mais un modèle de données, soyons clairs, si c'était juste que ça, une bonne base de données bien segmentée, ça suffit largement et on n'a pas besoin d'outils qui coûtent cher, qui sont durs à mettre en œuvre, etc. par rapport à ça. Le vrai côté intéressant, c'est justement sur ces aspects gouvernance et mise à disposition du référentiel. Je le simplifie un peu, mais globalement, d'un point de vue direction générale, un référentiel, ça coûte cher et ça ne sert à rien. Là où c'est un intérêt, c'est que ce référentiel doit être consommé. Un référentiel non consommé, encore une fois, c'est de l'argent mis à la poubelle, ça ne sert à rien. Et donc cette notion de comment est-ce que je capte l'information des données, donc en termes de consolidation
pour l'injecter dans un système de référentiel et comment ensuite je mets à disposition ces données consolidées, nettoyées, administrées, etc. et donc dont la qualité de données a augmenté, c'est juste critique. Et donc dans l'historique, et si on reprend un peu nous la genèse de ce projet, on s'est posé la question de est-ce qu'on continue à le redévelopper en interne ou est-ce qu'on va s'appuyer sur un intégrateur, un éditeur logiciel du marché. Et globalement, en pesant le pour et contre, on s'est dit ça ne sert à rien, on va redévelopper des outils qui sont très bien développés par ailleurs, donc on va plutôt partir effectivement dans cette optique-là. Mais mon conseil, effectivement, c'est de ne pas considérer, et c'est dur aussi du côté du métier de la direction générale de le comprendre, qu'un projet de référentiel, ce n'est pas qu'un projet de base de données dans un coin. Voilà. Il y a vraiment des fonctionnalités au-delà de la gouvernance, de la mise à disposition, d'où l'importance de tout ce qu'on a dit avant, du bon sponsorship, définir les processus de mise à disposition, de mise en qualité et être précis sur ce qu'on veut obtenir et quels sont les objectifs. Très clair. Merci Gilda. Mathieu, tu voulais peut-être synthétiser ou je à moins que souscris pleinement à ce qui a été dit. Enfin, je pense qu'effectivement le modèle de données c'est la clé de voûte du master data. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui du coup sont automatiquement générées, sont basées en fait sur ce modèle de données. Et donc il faut prendre un soin particulier à bien le définir, partir petit, effectivement. Ne pas aller trop vite, ne pas vouloir mettre trop de données, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle donnée, eh bien, on se pose des questions sur qui doit la gérer, quels seront les processus, etc. Donc forcément, derrière, c'est aussi une source de complexité. Et enfin, ce que j'ai aussi retenu, c'est cette notion que le master data est un coffre-fort finalement de la donnée, puisqu'on cherche à y mettre quelque chose de précieux, une donnée qui est de qualité. Mais c'est un coffre-fort aussi qu'on doit savoir ouvrir et partager. Donc la diffusion en fait, de ces données-là et le fait qu'ils soient connectés et qu'ils bénéficient au maximum à l'ensemble de l'entreprise est très important aussi. Très bien. Avant de passer à la dernière partie autour des bénéfices, je pose juste la question à Philippe si tu souhaitais ajouter des éléments sur un peu ces piliers de mise en œuvre ou si on peut passer aux bénéfices. Oui, alors juste rapidement, je vais vous partager juste mon écran à nouveau. L'idée, c'est justement de reparler plus de l'outil et la capacité. Donc, on parle aujourd'hui d'un outil au sein de TIBCO qui s'appelle EBX, donc qui est vraiment l'outil de référentiel. Et je dirais que le point important, c'était que c'est un outil, encore une fois, qui est model-driven, c'est-à-dire qu'on part de la définition du modèle, de la structure de ce que l'on veut gérer, et l'outil va automatiquement mettre à disposition des fonctionnalités, que ce soit par exemple des écrans, des interfaces d'import-export, etc. Et donc, par nature, cet outil-là est un outil qui est ce qu'on appelle multidomaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle encore une fois du référentiel client, mais quand on se lance des initiatives MDM, comme le disent Gilda et Loïc, on va souvent partir par exemple sur un périmètre, mais on va vouloir adapter l'approche MDM à d'autres types de données. Et donc, l'aspect justement model-driven fait qu'on va pouvoir adresser au fil du temps de plus en plus de référentiels tout en gardant une même plateforme pour gérer ces différentes données. Donc, un autre aspect important, c'est que c'est un outil qu'on appelle all-in-one, tout en un. C'est pas un assemblage, je dirais, de briques. C'est une seule solution qui va apporter directement la partie, par exemple, workflow, la partie qualité de données, des capacités d'import et d'export, etc. Et enfin, on l'a vu qu'on avait besoin, comme je vous disais aussi tout à l'heure, de faire intervenir des utilisateurs. On a besoin de faire intervenir des gens de différents niveaux. Et donc, pour ça, on a toujours essayé, depuis la genèse de cet outil, de développer une interface qui soit, je dirais, le plus simple possible à utiliser pour les différentes personnes. Donc ça, c'est un résumé, je dirais, très rapide de la plateforme dont on parle aujourd'hui, donc qui est TIBCO EBX. Très bien, merci Philippe. Dernière partie. Donc, on parlait de bénéfices, ou pour aller plus loin, un retour sur investissement. C'est toujours la question. Loïc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que ce projet a pu apporter à l'entreprise, à vos clients, partenaires, à l'écosystème et peut-être même un retour sur investissement Alors pour l'instant, c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. On en parlait avec Gilda.
on mesure plutôt, on pourrait mesurer le coût de ne pas avoir une solution MDM, mais c'est difficile de mesurer réellement les bénéfices directs apportés par une solution MDM. Ce que j'ai pu observer, c'est que grâce à ce référentiel, nous sommes parvenus à mettre en place des contrôles de qualité harmonisés sur l'ensemble des données. C'est-à-dire que une donnée qui est créée dans notre système référentiel va appliquer des contrôles de qualité communs qui pourront ensuite être transférés aux autres systèmes. Donc, basiquement, des contrôles d'adresse, on s'assure que toutes les adresses aient la même qualité dans tous les systèmes, sur nos coordonnées bancaires également. Et ça nous a permis de faire intervenir différentes équipes métiers pour définir très clairement l'étendue et le type de contrôle qu'ils voulaient mettre sur ce référentiel. Donc la qualité de données a été énormément améliorée par cette solution. Chez nous, grâce à la mise en place d'un système central et d'une gouvernance centrale, on a également vu une réduction du temps complet qu'il fallait pour mettre à disposition la donnée. C'est-à-dire qu'au préalable, nous étions dans un système plutôt séquentiel où lorsqu'une équipe avait créé dans son système, elle donnait le go à l'équipe suivante, qui donnait le go à l'équipe suivante. On est passé, grâce à cette solution, sur un modèle en étoile où une création centrale permet d'alimenter presque en temps réel l'ensemble des autres systèmes. D'accord, très bien. Gilda, les bénéfices de votre côté fiducial Alors déjà, on va commencer de base sur la ROI, ça coûte trop cher. Ça, c'est de base. Une fois qu'on a dit ça, il faut considérer effectivement le référentiel comme une condition nécessaire mais non suffisante sur d'autres projets. Et c'est vraiment les autres projets qui vont amener la valeur ajoutée. Alors, je prends des exemples de ce qu'on a mis en place aujourd'hui. On a défini par exemple un compte, alors pas digital, donc un compte numérique unique pour chaque client. Donc le client va sur le site fiducial.fr, se connecte et en fait a accès à l'ensemble des univers que Fiducial lui propose. Donc un portail Mon Expert Comptable, là, où il va retrouver toute l'actualité de sa société d'un point de vue comptable. S'il a acheté un logiciel chez nous, il peut retrouver aussi son logiciel en ligne ou sa documentation ou ses tickets, etc. et autres. S'il a placé de l'argent dans nos SCPI, il a aussi un environnement qui va lui permettre de suivre ses placements. Et tout ça avec, bêtement, c'est bête, un seul login password. Oui. Sauf qu'une fois qu'on dit un login, un password, techniquement, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable effectivement de consolider les identités techniques dans chaque back-office et le référentiel, il sert à ça. Donc, c'est un facilitateur de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services, d'une vraie approche et de masquer complètement la complexité organisationnelle vis-à-vis de nos clients. Alors, on en a d'autres, on a d'autres cas d'usage, l'amélioration de la qualité, les retours d'adresse, des établissements qui sont fermés, qu'on peut vérifier. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'on est capable d'arriver et j'ai compris qu'il fallait que j'accélère. Voilà. C'est ma montre qui... Très bien. Intéressant aussi de comprendre un peu à quelle étape on est aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes. Est-ce que c'est que le début? Est-ce que on est à la fin? Peut-être Gilda, vous aviez déjà la parole. Je vais changer l'ordre de... Quels sont les prochains steps côté fiducial Utiliser le référentiel, l'utiliser de plus en plus, diffuser, continuer à augmenter le nombre d'informations qu'on consolide effectivement au niveau du référentiel. Donc aller chercher des nouveaux services, des nouvelles équipes et faire en sorte effectivement que cet investissement soit utile. De votre côté, Loïc On a également la même problématique, les mêmes enjeux d'adoption. Donc vraiment augmenter le périmètre de la solution, clairement. Ensuite, on commence de plus en plus à faire des contrôles proactifs sur la qualité de la donnée. Donc ça permet de mettre en qualité avant que les problèmes arrivent pour éviter tout un ensemble de problèmes opérationnels liés à une donnée de mauvaise qualité. Et on a commencé également à exposer davantage nos données. C'est-à-dire qu'avant, nous exposions principalement au système transactionnel pour créer les référentiels des différents systèmes. Aujourd'hui,
nous essayons de nous intégrer davantage avec nos rapports BI, notre plateforme de business intelligence, dont le but est de s'intégrer complètement avec notre référentiel pour consommer les données transactionnelles des différents systèmes transactionnels, nos ERP, nos front office, et consommer l'ensemble des données de référentiel depuis le référentiel central. Donc de l'intégration et de la qualité de données et beaucoup d'adoption. Très bien. Une dernière question, peut-être maintenant sur le partenariat avec Micropole et puis TIBCO. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour chacun, Gildas, de ce partenariat La notion de partenariat est importante. Oui. Alors déjà, elle est importante pour moi et puis je pense qu'elle est importante aussi pour la réussite d'un projet. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas partir, enfin c'est un projet, c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure et technique et humaine. C'est long, c'est complexe. Il ne faut pas masquer les choses. Encore une fois, ce n'est pas juste construire une base de données dans un coin. C'est réfléchir effectivement et commencer à transformer le concept même de qu'est-ce qu'un client, par exemple, pour une entreprise. Et donc le mettre en œuvre, tout le monde n'a pas la même définition et il faut revenir tout le temps derrière. Donc, cette notion de partenariat effectivement est importante et puis je pense qu'on l'a trouvé effectivement et avec Micropole et avec TIBCO. Alors comme tout partenariat, c'est sur le long cours, hein, donc on continue. Très bien. Loïc, est-ce que... Oui. Je suis complètement aligné avec en effet cette idée de partenariat, puisque ça fait presque 8 ans désormais que Louis Dreyfus Compagnie et Micropole collaborent sur ces projets MDM principalement. Ce qu'on apprécie de la part de Micropole, c'est déjà une connaissance approfondie de la solution. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une vraie collaboration entre TIBCO et Micropole, un vrai partenariat qui fait que vous connaissez le cycle de vie de la solution, vous connaissez les différents écueils qu'on peut avoir et vous êtes capable de résoudre assez rapidement l'ensemble des problématiques techniques que l'on pourrait rencontrer. Un autre élément très appréciable, c'est la richesse des ressources que Micropole est capable de mettre à disposition. Les projets MDM font intervenir différents types de profils sur de l'expérience utilisateur, sur de l'architecture, sur du développement technique, sur du chef de projet et Micropole a été capable de nous mettre à disposition l'ensemble de ces ressources. Donc ça c'est très important d'avoir un partenaire qui puisse nous accompagner sur toutes ces problématiques. Merci Mathieu, tu voulais souligner. Oui, en tant qu'intégrateur, ce sont à chaque fois de nouveaux challenges. On doit découvrir aussi l'organisation de nos clients. Au fil des ateliers, de la conception, on se rend compte aussi de certaines difficultés, certaines adoptions difficiles aussi d'un point de vue des métiers. C'est un partenariat effectivement technologique. C'est une aventure humaine, puisqu'effectivement, ces ateliers, ces phases de conception, on les mène ensemble avec une solution qui est puissante, donc qui nécessite d'être domptée. Et donc, effectivement, il faut pouvoir amener cette expertise-là et pouvoir aussi, dans le cadre effectivement de ces phases de conception, être vraiment force de proposition, parce que le champ des possibles est immense. En fait, et il faut pouvoir derrière bien l'accompagner et mettre sur les rails en fait ces projets-là. Très bien, merci à tous. Je vous propose juste de partager quelques questions. Johan, je crois qu'il y a quelques questions qui ont été remontées. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les aborder, mais alors c'est un peu à tous ou peut-être Mathieu, mais combien de temps faut-il pour mettre en place un premier domaine MDM? Peut-être Mathieu, si tu peux nous... Oui, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que selon si on part sur un périmètre de données très large ou au contraire qu'on cherche un quick win, forcément derrière la durée va varier. Ce qu'on peut dire effectivement, le point important c'est d'être itératif, de montrer rapidement des résultats pour pouvoir embarquer les métiers, faciliter la conduite du changement
Et je dirais qu'en 5-6 itérations, on arrive déjà à constituer un premier domaine. Bien sûr, ensuite suivent des tests, des allers-retours, etc. Mais en tout cas, ça permet déjà de monter un socle derrière qui peut être montrable et sur lequel on peut discuter avec les utilisateurs métiers. Tu parlais d'itération, justement. Est-ce que agilité, projet MDM, est-ce que c'est compatible? Alors, je te laisserai aussi compléter d'autres. Il y a l'agilité et il y a aussi la proximité. Je pense que c'est vraiment les deux sujets, effectivement. L'agilité dans le sens où nous, en tant qu'intégrateurs, on doit pouvoir s'adapter et faire évoluer très rapidement la solution. Si on perçoit qu'il y a des freins, si on perçoit qu'à un moment donné, on a été un peu loin dans le périmètre de données, donc il faut être en capacité en fait, de s'adapter. D'où le principe itératif, d'où des cycles courts aussi pour montrer les choses très rapidement. Donc c'est effectivement le point important. Et l'agilité aussi amène en fait cette table ronde, ou je ne sais pas comment la qualifier autrement, à laquelle on assit tout le monde, les métiers, les experts, l'IT, pour pouvoir définir quelque part et personnaliser la solution au mieux. Et donc ça, c'est très important, c'est qu'il n'y a pas un projet IT qui se déroule avec un effet tunnel, mais bien des itérations dans lesquelles chaque acteur, qui va devenir lui-même acteur et contribuer plus tard dans le cycle de vie de la donnée, a participé à concevoir cette solution. Vous partagez, voilà, Gilda, je ne sais pas si vous voulez compléter un peu sur l'agilité ou si vous partagez. Si, au-delà de l'agilité pure au sens, on va dire, informatique, mode Scrum, XP ou autre, je pense que ce n'est pas tant ça qui est utile, et on revient un peu sur la notion de partenariat, c'est plutôt effectivement, c'est un projet qui se construit en marchant. Et donc il est nécessaire effectivement d'y aller progressivement, d'avoir des étapes et des points de contrôle assez rapprochés. Notamment, je parlais initialement du fait que alors nous on a utilisé effectivement votre méthodologie agile, hein, dans les premières itérations c'est extrêmement abstrait. C'est-à-dire qu'on parle de modèles de données, on parle d'attributs, on parle de concepts qui volent à 400 km pour le métier, et le métier est complètement perdu. Et ça commence à devenir concret pour lui plutôt dans les itérations de fin que dans les itérations de début. Et donc toute la complexité justement, c'est d'anticiper ces itérations-là pour quand même réussir à les embarquer. Sans perdre de vue le fait qu'un projet, effectivement, il a une date de fin quand même. Alors nous, en l'occurrence, ça a à peu près pris un peu plus d'1 an. Donc c'est à la fois un projet long et un projet court. Très bien. Loïc, des choses à ajouter? Je partage complètement cette opinion. Ce que je trouve important également, c'est de définir très clairement quelle est la définition du done dans ces itérations. Qu'est-ce qu'on veut dire par compléter ? Puisque désormais on est capable de livrer des modèles de données assez rapidement dans la solution. En une semaine, on peut avoir un modèle de données qui est prêt à être utilisé par l'utilisateur. Mais ça, pour moi, ça serait dommage de s'arrêter là, puisqu'en fait, ce projet est complété une fois qu'il a été adopté, une fois qu'on a mis en place la conduite du changement pour que les utilisateurs commencent à utiliser ce nouvel modèle de données. Et pour moi, c'est cette composante qui prend davantage de temps que vraiment le développement technique. C'est l'accompagnement, mettre en place des nouveaux process, changer l'organisation. Et ça prend pour moi un temps qu'il ne faut pas sous-estimer dans la mise en place du projet. Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. C'est un certain temps. Un projet MDM, c'est un certain temps. Oui, il faut du temps. La conduite du changement prend du temps, et je suis d'accord sur ces premières itérations qui sont assez conceptuelles. Il faut pouvoir digérer en fait ces concepts-là, et ça fait partie des étapes effectivement de ces projets. Très bien. Je vous propose de terminer les questions-réponses. Le temps va être limité. En tout cas, je voulais vous remercier à tous, et particulièrement à Gilda et Loïc. Merci pour votre témoignage, pour vos retours. Merci également à TIBCO, à Philippe et bien sûr à Mathieu. Donc, on arrive à terme du live. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, on se tient à votre disposition, nos experts, s'il
avez besoin des questions, besoin d'aller un peu plus loin pour vous accompagner. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.